Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons aborder très rapidement plusieurs problèmes. Nous devons expliciter. Nous parlerons d'abord de la réponse, la position de Moscou, la position officielle de Moscou. Nous parlerons de la réponse de la France. Nous parlerons de Bazoum et l'article qu'il vient de sortir dans le New York Post, le Washington Post plutôt, aujourd'hui même. Et nous parlerons de l'échec, de la première étape de la négociation avec la CEDEAO. D'abord, en ce qui concerne la Russie, Poutine, il aurait, je n'ai pas encore vérifié l'information, mais Poutine aurait déclaré que quiconque attaquerait le Niger, il sera du côté du Niger. Il va soutenir le Niger. Mais de toute évidence, que l'information soit vraie ou fausse, de toute évidence, la Russie a des accords très approfondis avec le Mali et avec l'Algérie. Eh oui. À plusieurs reprises, le Mali est devenu le protégé de la Russie. Ils l'ont dit, ils l'ont précisé, ils l'ont encore dit. D'ailleurs, vous le savez, la Russie n'a pas attendu le sommet Russie-Afrique pour faire un don de 50 000 tonnes de blé au Mali. C'est le premier pays à bénéficier de ça, avant même que qu'il y ait le sommet Russie-Afrique. L'Algérie a de très bonnes relations avec la Russie. Et la Russie joue sa crédibilité dans la région. La Russie, Poutine sait que si le Niger tombe, les prochaines étapes, ça va être attaquer le Mali et le Burkina Faso. Donc, il vaut mieux couper l'arbre à la racine. Et si Poutine réussit à faire tomber les Occidentaux au Niger, eh ben, le Tchad est à sa portée. Le Soudan sera à sa portée. Le Soudan, là où les Nations Unies, la CEDEAO, toutes les organisations africaines n'arrivent pas à régler. Ça, c'est un. Deuxième problème, c'est que je vous ai dit tantôt que le nouveau président du Niger a expulsé l'armée française. Quand on dénonce les accords de défense, ça veut dire que
nous on ne veut plus coopérer avec vous, vous pouvez repartir chez vous. Plus grave, plus important d'ailleurs, c'est que le Niger a rappelé son ambassadeur en France, il a rappelé son ambassadeur à Washington, il a rappelé son ambassadeur au Togo et il a rappelé son ambassadeur, l'autre pays c'est lequel? Je crois que c'est, si j'ai bonne mémoire, au Nigeria. Donc, le général Tchani est en train de prendre position durement et répondre vraiment sévèrement. Et c'est un test aussi. Parce que quand il expulse l'armée française, ça veut dire, et tout le monde le sait, ça veut dire que, il s'attire le soutien de la Russie, mais surtout, et le plus important, c'est qu'il s'attire le soutien de la population. Donc pour Bazoum, c'est fini, les carottes sont cuites. Eh oui, les carottes sont cuites. Il n'y a plus rien à faire. Parce que la population, c'est ce qu'elle demande. Vous demandez le départ des troupes françaises et l'arrivée des troupes russes. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter. Donc, il faut d'abord chasser les Français et maintenant les Russes vont venir. Et vous voyez que la position officielle de la Russie tombe juste après que le président Tchani ait fait sa déclaration d'expulser les soldats français. Voilà, donc c'est la réponse du berger à la bergère. Voilà, donc je crois que le général Tchani est sur la bonne voie. Parce que là, lui, il va très vite. Hein. Il n'attend pas, il n'a pas de temps à perdre. Lui, il va très vite. Maintenant, l'autre problème, c'est que Bazoum demande à Washington d'intervenir. Regardez comment il est bête, ce type. Regardez comment il est bête. Et il viendra encore regarder ce peuple-là. Bazoum lui-même, c'est Bazoum qui nous a déclaré, qui nous a fait savoir que le président Issoufou avait dit à Barack Obama, si vous détruisez, déstabilisez la Libye, vous allez déstabiliser toute la sous-région. C'est Bazoum qui nous a révélé ça, parce que Bazoum était là, en tant que ministre de l'Intérieur de Issoufou. Donc il sait que s'il y a une intervention au Niger, c'est toute la région de la CEDEAO là, qui sera en flammes, en feu et en flammes. Et croyez-moi, si cette guerre commence, il y aura beaucoup de présidents de la sous-région qui vont sauter. Parce que les populations, on a tellement fait souffrir ces populations. Ils sont tous malheureux, hein. Même au Niger, là. On dit que le Niger est développé. C'est le développement du Niger, là. La richesse du Niger, là. C'est la richesse à l'américaine. C'est-à-dire qu'il y a un petit groupe qui s'enrichit, mais l'essentiel de la population souffre. Oui. Au Niger, là, ils ne sont pas mieux que nous, là. Ils ne sont pas mieux que nous. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Le capitalisme, ce n'est pas le partage des ressources. Ce n'est pas la redistribution des ressources. Le capitalisme, c'est l'accaparement. Donc, tu prends tout pour toi. S'il le faut, tu tues tous les autres. Voilà ce qui est en train de se passer au Niger. C'est le système américain, où vous avez une petite classe de blancs qui ont beaucoup d'argent, qui sont très, 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 très riches. Les propriétaires d'ailleurs, vous savez que la fédérale, la trésorerie américaine, là, elle n'appartient pas aux États-Unis. Elle appartient au privé. C'est pour les individus. Le trésor public américain, c'est privé. Donc la Federal Bank, ce n'est pas comme le développement dans nos pays, dans l'Égypte ancienne, où le rôle du chef, c'est redistribuer. Il y a quelqu'un qui a dit que non, on comptait maintenant 1000 millionnaires noirs aux États-Unis. On a dépassé le seuil de 1000 millionnaires. Et pour combien de gens? 35 millions de noirs. Donc si sur 35 millions, vous avez 1000 millionnaires, pas des milliardaires, millionnaires, ça fait quoi? Vous croyez que ça change quoi? Ça change la vie des gens? Non, pas du tout. Bref, une intervention
militaire, comme le demande Bazoum, notamment américaine. Ce n'est pas une intervention où ils viennent, bon, on préserve la vie des gens et tout. On a vu en Irak, on connaît les résultats. 1 million de morts. Ils viennent, et jusqu'aujourd'hui, ils ont utilisé les armes avec à l'uranium appauvri, ce qui est à l'uranium. Ils ont utilisé les armes à sous-munitions, qui peuvent exploser à n'importe quel moment et tuer des enfants et des adultes même. Donc, vous sentez bien qu'on a affaire là à un terroriste qui a été chassé du pouvoir. Il est surpris qu'il n'ait pas l'électricité. Mais s'il n'a pas l'électricité, c'est parce que le Niger a coupé l'électricité. Donc pourquoi voulez-vous que le Niger coupe l'électricité à la population? Et vous, qui êtes à l'origine de tout ça, quand vous ne coupez pas l'électricité? On dit que les conditions sont difficiles. Mais les conditions sont difficiles pour tout le monde. Et ces conditions-là, vous avez été là pour changer ces conditions. Le Niger est parmi les 10 pays les plus pauvres au monde. Parmi les 10 pays les plus pauvres au monde. Plus de 60% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Plus de 60%. Alors que le Niger est le 4e pays producteur d'uranium au monde. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, pour revenir aux Français qui décident de ne pas partir, ils disent que ce n'est qu'un gouvernement légitime qui peut leur demander de partir. Mais ils oublient, ceux qui ont pris le pouvoir là, ce sont des militaires. Les militaires sont des Nigériens et ils sont légitimes. Ils sont légitimés par qui? Par la population. On le voit très bien comment la population sort pour brûler les drapeaux français. Et ensuite, il faut savoir une chose, que eux, ils ne peuvent pas travailler sans les militaires là. Comment ils vont travailler sur un territoire où les gens, les propriétaires du territoire ne veulent pas vous parler? C'est pas possible. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle des échappatoires. Les militaires français ne peuvent pas travailler au Niger s'ils ne sont pas accompagnés des militaires nigériens. Surtout qu'eux-mêmes, ils ont dit que leur commandement est sous la tutelle du gouvernement des militaires nigériens. Alors, il n'y a aucune raison de refuser de partir. De toutes les façons, les accords, ils ont été dénoncés et c'est fini pour ces accords-là. C'est fini. La France ne peut pas unilatéralement garder ces mêmes accords. Et donc, ils sont en train de créer plus de problèmes à Bazoum. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour créer plus de problèmes à Bazoum. C'est parce qu'ils se disent que, bon, ils peuvent intervenir militairement pour enlever ce gouvernement. Mais croyez-moi, si un gouvernement prend de telles décisions, c'est qu'il a ses arrières qui sont protégées. C'est en connaissance de cause. Ce n'est pas pour rien, ils sont prêts à les recevoir. Maintenant, la délégation de la CEDEAO. Je vous ai dit que cette délégation avait reçu un message du président Bola Tinubu de faire tout pour trouver un accord à l'amiable. Mais cette délégation qui a été conduite par un ancien président nigérien, elle est venue, on l'a reçue à l'aéroport. Elle n'est pas sortie de l'aéroport. Eux, cette fois-ci, n'ont pas rencontré le président Bazoum. Et ça, c'est très bien. On les a reçus à l'aéroport. Ils ont parlé et ils n'ont même pas été reçus par le général Tchani lui-même, ni encore par le général Modi. Ils ont été reçus par quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, c'est un échec. Bon, dans le cadre des négociations, ça se passe jamais que, bon, vous venez, vous parlez, puis tout est réglé. Non, ça se passe, ça doit prendre du temps et des jours. Mais le problème, c'est que la CEDEAO avait commis une grave erreur, c'est de prendre des sanctions, de hausser le ton, de menacer de faire la guerre, d'appeler, d'inviter les chefs d'état-major pour se préparer à une guerre avant d'avoir parlé avec les autres. C'est ça. C'est-à-dire que
ils ont réagi dans la précipitation, mais sous la pression justement de la France. Ils ont suivi la position française. Or, Tinubu ne peut pas. Nous, on comptait beaucoup sur le Nigeria pour qu'il puisse être plus raisonnable. Que le Nigeria ne puisse pas tomber comme le Ghana est tombé. Parce que le Ghana aussi, on avait beaucoup d'espoir. L'Afrique avait beaucoup d'espoir sur le Ghana au niveau de la CEDEAO. On se disait que si le Sénégal et la Côte d'Ivoire peuvent être manipulés, ainsi que le Togo et le Bénin, mais je pense que le Ghana, qui est un pays anglophone, qui connaissent mieux la souveraineté que les pays francophones, parce que l'Angleterre, vous savez, l'Angleterre n'est intervenue dans les affaires africaines une seule fois seulement, dans ses anciennes colonies. Une seule fois dans l'histoire de la décolonisation. Alors que la France, elle est intervenue 45 fois. Oui, 45 fois. Donc, les pays francophones sont habitués, mais les pays anglophones ne connaissent pas ça. Quand le Ghana est tombé, vous voyez ce que le Ghana a subi après? Jusqu'à aujourd'hui, le Ghana, Nana Akufo n'arrive pas à relever le Ghana. Ça va être le cas pour le Nigeria. Regardez quand il coupe l'électricité, 70% de l'électricité du Niger vient du Nigeria, 70%. C'est un marché, hein. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que le Niger, après cette crise, va repartir encore vers le Nigeria? Non. Mais ceux qui vivaient de cet accord commercial entre les deux pays, qu'est-ce qui leur arrivera? Ce sont eux qui seront perdus. Mais est-ce que le gouvernement va se charger d'eux pour les compenser ce manque à gagner? Non, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé au Sénégal. La Côte d'Ivoire a perdu beaucoup de marchés avec le Mali, le Sénégal a perdu des marchés avec le Mali, à cause de ces mêmes bêtises. Ce n'est pas la France qui subit, c'est entre nous qui subissons. Donc, on voit que il fallait s'y attendre, que les négociations ne puissent pas marcher, puisqu'ils viennent avec un esprit où, bon, nous, on vient vous imposer, nous, on est les maîtres, mais c'est une affaire intérieure. C'est une affaire intérieure. Vous savez, Tinubu, là, en principe, il ne devrait même pas prêter serment, puisque le dossier est encore à la cour pour son élection. Ce n'est pas encore prouvé qu'il est le président. Ce n'est pas encore prouvé. Parce qu'il est accusé. Il y a eu plainte de son opposant, le gouverneur Obi. Donc, vous voyez, mais personne n'est intervenu pour dire que non, mais écoutez, toi, tu n'es pas un président, puisque tu n'es même pas stable. Si la Cour invalide ton élection, mais les engagements que tu as pris là, qui va les respecter, puisque tu n'as jamais été élu? Il n'y aura pas continuité de l'État. Donc, et les gens ne disent pas. Il y a des gens qui ne disent pas que non, mais Tinubu n'est pas encore élu. En fait, il est là provisoirement, il n'est pas encore élu. Il n'est pas encore légitime. Parce qu'il faut que la Cour puisse reconnaître qu'effectivement, c'est lui qui a gagné l'élection. Donc voilà, c'est un peu ça. La France n'a pas le droit de refuser de quitter. Elle finira par quitter. Et c'est de sa propre faute, parce que le gouvernement du Niger avait bien dit, hein, le président avait bien dit, il a posé la question, mais pourquoi vous les faites partir? Ça veut dire que vous préparez autre chose. Donc, allez-y tous, puisque vous les faites partir, alors qu'ils n'ont pas de raison de quitter le territoire, ils sont en sécurité. C'est les locaux de l'ambassade qui avaient été attaqués, ce n'est pas les Français. Bon, comme vous faites partir les Français, ben, les soldats aussi, allez-y, ce sont aussi des Français, allez-y tous, on ne veut pas vous voir. Allez-y. Et on le sait aussi que la Russie est là derrière. Elle va regarder, elle va agir. Ah oui. Donc, en fait, je voudrais conclure par ceci. Ce qui se passe au Niger, c'est l'avenir du continent africain. En cas de guerre de la CEDEAO contre le Niger, il y aura l'embrasement de toute la sous-région. Et le Nigeria ne sera pas épargné. Je dis bien, le Nigeria lui-même ne sera pas épargné. Ce sera une bonne occasion pour les Occidentaux d'aller s'installer au Nigeria. Voilà ce qui est en train de nous attendre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non.
Yabakolerve, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.